Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors le déroulement est le suivant, je vais présenter très rapidement M. Alain Berthaud, dire un tout petit mot de son livre que j'ai beaucoup apprécié, et puis le laisser présenter lui-même le contenu de cet ouvrage. On m'a dit que vous avez une vingtaine de minutes, 25 minutes. Ensuite, dans l'heure qui nous est impartie, globalement, ça serait bien qu'on ait une demi-heure de débat. Donc je lancerai ce débat avec quelques questions, mais ça très vite. Alors, Alain Berthaud, vous êtes anthropologue, professeur à l'université Paris 8. Alors, vous avez mené des travaux, en tout cas sur la période récente, sur les mobilisations urbaines, sur les émeutes urbaines à travers le monde, notamment grâce au laboratoire, à l'Observatoire des banlieues et des périphéries que vous avez fondé en 2008 avec Sylvain Lazarus, ce qui avait donné l'ouvrage en 2009, Le temps des émeutes, où vous montriez le développement assez exponentiel et planétaire de ces mobilisations urbaines, leur lien avec une mondialisation assez dévastatrice. Vous prenez d'ailleurs cette expression dans l'ouvrage Les enfants du chaos. La lutte pour les conditions de vie décentes, le caractère juvénile aussi de ces mobilisations à l'échelle planétaire, l'importance des réseaux sociaux, des choses que l'on peut, et des thèmes qu'on peut retrouver dans Les enfants du chaos, qui est donc votre dernier ouvrage. Je signale aussi que vous pouvez suivre Alain Berthaud et ses réflexions dans le blog qu'il alimente sur Mediapart. Voilà, vous pouvez le retrouver au-delà des publications plus scientifiques dans cet espace de communication. Alors, je vais vous laisser très vite la parole, Monsieur Berthaud. Simplement, je vais dire à quel point j'ai pris particulièrement plaisir à lire votre ouvrage, qui est très précis, qui est très informé, qui est réflexif, et qu'en même temps, je trouve, présente une grande facilité de lecture. On reproche souvent aux universitaires d'être un peu jargonnants ou d'écrire pour leurs collègues spécialistes. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, d'ailleurs on n'est pas très nombreux. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, je trouve. Donc moi j'ai trouvé ça très agréable et très facile en même temps que constructif, cette lecture. Et je dirais en même temps, à un moment où aussi beaucoup de gens, sous couvert d'une certaine célébrité médiatique, sortent des essais où la parole vaut vérité, voilà, et où elle n'est pas très informée, j'ai trouvé aussi que c'était très revigorant d'avoir votre ouvrage qui est lui beaucoup plus documenté, tout à fait précis sur les thèmes que vous abordez. Et au-delà de cette forme, que je trouve très réussie pour tous les publics, voilà, j'ai apprécié un certain nombre de points très importants que vous abordez, qui sont en lien avec une actualité malheureusement brûlante et récurrente. Mais j'y reviendrai tout à l'heure pour, à la suite de votre présentation, lancer le débat avec cette assemblée à la machine à lire. Voilà, je vous laisse présenter. Et merci de votre présence, bien sûr. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Je vais essayer d'être très simple dans la présentation. Je voudrais d'abord dire que je suis content d'entendre que cet ouvrage est facile à lire. Ça a été un grand soulagement de l'écrire. Ça a été un grand soulagement de l'écrire parce que depuis le mois de janvier 2015, on est tous, les uns et les autres, pris de sidération devant l'horreur qui émerge comme ça dans nos vies sans prévenir, dans des moments de vie quotidienne. Et les récits en boucle qu'on entend des gens qui sont confrontés à ces drames donnent bien l'incapacité, la difficulté à mettre des mots. C'est d'ailleurs en général ce qu'on dit, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le dire. Et le problème, c'est que quand on est dans cette situation-là, la tendance, c'est quand même d'essayer d'en mettre quand même des mots à un moment donné, et on prend les mots qu'on a en magasin, les mots politiques, sociologiques, qui nous servent en général à nommer les choses. Or, je pense qu'ils ne marchent plus, et qu'il faut prendre au sérieux quand on dit on n'a pas de mots. C'est-à-dire que nous sommes entrés, depuis déjà quelques années, et là, ça ne date pas du mois de janvier 2015, mais là, on a une expression très forte de ce qui s'est passé. On est entré dans une période
tout à fait singulière, tout à fait particulière, dont il faut qu'on mesure la profondeur, le caractère historique vraiment, on change d'époque, la gravité, on ne va pas s'en sortir comme ça de cette période, et donc le fait que ça va durer. Le fait que ça va durer. Et cette période, elle est vécue très durement, bien sûr, par tous ceux qui, de ma génération, ou un peu plus jeunes, je commence à avoir un certain âge, ont vécu des périodes du passé, du XXe siècle en particulier, qui pouvaient être dures, mais avec un espoir, avec l'idée que ça irait mieux demain, pour des tas de raisons. On pouvait croire à la révolution, on pouvait croire au progrès scientifique, on pouvait croire au progrès de la raison. Là, c'est moins sûr. Là, c'est moins sûr, il y a un véritable doute sur cet avenir pour la génération qui vient. C'est-à-dire que c'est pour ça, je voudrais dire deux mots au fond sur chacun des mots-clés du titre. Les enfants dont il est question, ce sont nos enfants, c'est la génération qu'aujourd'hui entre 20 et 30 ans. Cette génération, elle a, à l'échelle mondiale, elle a une particularité, c'est qu'elle est née après le début de la mondialisation. C'est qu'elle est née après la fin du communisme. Et quoi qu'on pense de l'expérience communiste du XXe siècle, historiquement, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'expérience communiste a marqué le XXe siècle, que la politique, en général, dans le monde, s'est positionnée pour ou contre, mais par rapport à ce projet-là, et que ça a animé les espoirs de plusieurs générations au cours d'un siècle. Et l'effondrement pratique des pays qui s'en réclamaient, et donc l'effondrement de l'espérance avec, a des effets culturels considérables qu'on n'a pas encore mesurés. Donc voilà la première génération donc, de la mondialisation, la première génération après le communisme, et quelque part donc la première génération depuis le XVIIIe siècle qui n'a pas devant elle un avenir à laquelle se raccrocher pour supporter le présent. Et je pense que ça, c'est extrêmement important à comprendre, et que ça donne une piste pour comprendre des perditions individuelles qui amènent à ces actes, qui sont des actes meurtriers, mais qui sont aussi des actes kamikazes. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure que vous avez des gens là qui n'ont comme à 20 ans, 22 ans, 25 ans, n'ont comme seule perspective pour donner un sens à leur vie que de mourir en tuant d'autres. C'est quand même une marque de l'époque tout à fait particulière. Alors, pour parler des mots, il y a un mot, je le dis d'ailleurs dans le texte que Libération a publié vendredi, il y a un mot qui me semble particulièrement inadéquat, c'est le terme radicalisation. Il est d'une ambiguïté considérable, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé, parce que quand on dit radicalisation, tout le monde a l'impression de comprendre, mais personne ne comprend la même chose. Donc ça s'appelle un mot valise, hein, on ne sait pas ce qu'il y a dans la valise en fait, que chacun porte. Pourquoi je ne l'aime pas? Pour plusieurs raisons, parce que je pense que d'abord les entreprises de déradicalisation, je trouve que ça mène pas à grand chose, parce que la conversion au djihadisme, elle est tellement forte subjectivement pour ceux qui ont adhéré, que je vois vraiment mal comment on va les faire changer d'avis, mais c'est pas ça le point le plus important. Le point le plus important, c'est que je pense que la radicalité, c'est-à-dire la critique intellectuelle, morale, du monde dans lequel on vit, c'est plutôt une chose positive et nécessaire, la radicalité. Regarde, les grandes périodes de l'histoire humaine
européennes, par exemple, sont des périodes où l'état des choses a été particulièrement secoué, remis en cause, critiqué. C'est le XVIe siècle avec l'humanisme, c'est le XVIIIe siècle avec les Lumières. Les périodes de grande sécurité intellectuelle et d'ordre permanent n'ont pas été aussi productives. Donc la radicalité, pour ça je termine mon livre par un éloge de la radicalité, éventuellement de la réalité contemporaine, c'est pas ça le problème. Il y a bien un problème avec, mais c'est pas ça le problème. La deuxième raison pour laquelle ce mot ne me plaît pas, c'est qu'il est en général utilisé qui parle de radicalisation de l'islam. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'islam n'a rien à voir avec ça. Les gens qui meurent et qui tuent le font bien au nom d'Allah. Il faut traiter de cette question-là. Ça ne met pas le propre sur la totalité de l'islam. Il faut bien traiter de cette question-là. Il y a une dimension religieuse réelle. Mais ce qui les amène là, c'est pas l'islam. C'est pas des gens qui seraient croyants et qui, peu à peu, se seraient radicalisés à l'intérieur de leur croyance. Regardez le profil de ceux qui sont morts ou de ceux qu'on a arrêtés. La plupart d'entre eux, ce qui marque leur passé et leur parcours, c'est la délinquance. C'est des petits malfrats. C'est des petits malfrats qui ont trouvé dans la conversion à un islam particulier, qui est l'islam du djihadisme, une façon de retrouver de l'estime de soi. C'est terrible, c'est monstrueux, mais c'est ça. Et ils ne sont pas forcément passés par la mosquée. Et même pas par les mosquées salafistes. Il se trouve que l'équipe de l'Observatoire international des banlieues a travaillé à l'international, mais notamment aussi en France, et dans la cité de la Grande Borne à Grigny, et donc depuis longtemps, et donc à Mehdi Koulibaly, vous le connaissez. Je connaissais. Et je peux vous dire qu'on n'a pas vu arriver. Et c'est pas à la mosquée de Grigny qui s'est radicalisé, c'est en prison. Et ce qui a marqué sa vie et son passage à l'acte finalement, les grands épisodes de sa vie sont des épisodes d'affrontement avec la police, des périodes de délinquance, des périodes de recherche de reconnaissance, mais pas, c'était pas un fou de Dieu au départ. Hein. Voilà, que les choses soient claires. Donc ça vient pas de là. Voilà. Ça vient pas de là. Ça débouche sur une attitude djihadiste, mais c'est pas l'islam qui au départ les conduit à ça. Et puis en plus, la plus grande partie, le plus grand nombre des victimes de Daesh aujourd'hui, ce sont des musulmans. Faut pas le dire. La troisième chose qui fait que radicalisation ne me plaît pas, et je vais articuler à partir de là les deux impacts que je vous ai signalés, c'est que nous sommes aujourd'hui, et là depuis une bonne vingtaine d'années, à l'échelle mondiale, face à des situations de révolte, à grande échelle, à petite échelle, sur des grandes questions, sur des petites questions, si tant est qu'il puisse y avoir des grandes questions et des petites questions, et qui ont un point commun que j'observe depuis 20 ans, c'est-à-dire que ces révoltes, ces situations de résistance ou de rage, ne trouvent pas d'espace pour s'exprimer avec des mots, avec des revendications, parce qu'elles n'ont pas d'interlocuteur en face, parce qu'elles ont en face des pouvoirs politiques, on pourra revenir sur ce phénomène, mais qui sont des pouvoirs politiques qui ont tellement peu de marge de manœuvre avec la mondialisation qu'ils négocient. Tout à fait intéressant à observer, parce que au fond, ça agit au contraire de ce que ça annonce. C'est complètement ridicule. Alors, sur cette question de Daesh, justement, et de la confessionnalisation, c'est vrai que la force de la religion au quotidien, pour des gens, ou même pour des hommes politiques, c'est que c'est pas tellement la recherche de la vérité, parce que là, c'est de l'ordre de la révélation, mais c'est sur la question du bien et du mal. Il faut qu'il y ait aussi un référentiel moral pour pouvoir s'indigner, et s'indigner de choses que tout le monde voit. Il y a le mensonge, il y a effectivement la corruption des États, qui est partout, qui prend des formes différentes suivant les États, et qui touche absolument tous les courants politiques. On le voit en ce moment au Brésil. Cette corruption, qui est un des effets de la mondialisation et de la prégnance des marchés financiers sur les États, il n'y a pas de miracle de ce côté-là.
elle doit nécessairement trouver un appui moral pour être condamnée. Je raconte une conversation dans le livre, une conversation que j'ai eue avec un ami, qui est un militant associatif, radical au sens du XXe siècle, révolutionnaire, voilà, au Sénégal, qui se présentait aux élections municipales il y a quelques ans, il cherchait un référentiel, parce que le référentiel, c'est pas exactement gauche et droite comment. Et il avait trouvé qu'une chose, c'était l'islam, pour condamner la corruption de l'État sénégalais. J'étais à court d'arguments à la sortie. Qu'est-ce que je peux proposer d'autre? C'était vraiment une question. Donc cette dimension-là, elle est forte dans l'attirance de la religion générale. C'est une dimension forte de la propagande et de l'idéologie de Daesh, c'est clair. Et les jeunes et notamment comme je disais, les anciens délinquants qui se convertissent au djihad, ils en parlent comme ça, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une estime d'eux-mêmes dans cette affaire. C'est terrible. Sauf que, moi, je m'inscris en faux sur l'idéologie révolutionnaire. Enfin, je ne suis pas d'accord sur dire c'est la même chose que les Brigades Rouges il y a 40 ans. Non, les Brigades Rouges, il y a 40 ans, ils tuaient, ils se faisaient tuer, mais ils pensaient que c'était pour un avenir meilleur pour tout le monde. Dans l'idéologie djihadiste, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Leur idée, c'est que c'est la fin du monde. Et qu'il y a plein de signes qui montrent que c'est la fin du monde. Voilà. Il n'y a pas de réchauffement climatique, mais ils peuvent le mettre dedans. Et que donc, l'issue pour tout à chacun, c'est pas de changer le monde ici-bas. C'est de se libérer en mourant en martyr. Éventuellement, en libérant d'ailleurs un certain nombre de ses proches, parce que c'est un investissement. Mourir en martyr, on peut embarquer un certain nombre de gens de sa famille. Et donc, la libération n'est pas de ce monde. Elle est de l'autre monde. C'est pour ça qu'ils sont candidats au kamikaze. Ils la recherchent, la mort. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose que la révolution. Ça, vraiment, c'est d'une nature totalement différente. Et ça intègre le désespoir. C'est pas un nouvel espoir. Ça intègre le désespoir dans la mobilisation. C'est tout à fait perturbant. Quant à la radicalité, il y a un aspect effectivement positif à l'idée que les gens mentent, c'est que l'État mente, pardon, il y a une des expériences que tout un chacun peut faire aujourd'hui, que ce soit à l'entreprise d'ailleurs, les pouvoirs économiques sont à peu près les mêmes que les pouvoirs publics dans ces cas-là, ou dans les pouvoirs publics, c'est que quand des décisions d'organisation du travail, c'est-à-dire que des décisions très, très pratiques peuvent être prises aujourd'hui par des décideurs, ceux qui connaissent la situation savent que cette décision est mal informée. Voilà, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, à cause de cette distance prise entre les pouvoirs et les peuples, du coup, une sorte d'incompétence réelle des pouvoirs qui est observée, avec beaucoup de critiques et beaucoup de colère souvent, par des peuples qui sont souvent, sur plein de questions, beaucoup plus compétents que ceux qui les dirigent. Et c'est pas simplement une question de niveau de... Enfin, c'est aussi une question de niveau d'études, mais pas seulement. Moi, j'ai travaillé pendant des années à Dakar sur les inondations dans la banlieue de Dakar, et vous aviez des gens qui étaient totalement analphabètes, mais qui avaient une expérience des inondations récurrentes tous les ans, qui faisait qu'ils avaient fait une analyse tout à fait juste de ce qui était en train de se passer, et beaucoup plus juste que ce que racontaient les experts du gouvernement, qui trouvaient que les inondations c'était bien, parce que il y avait l'organisation, il y avait le plan Orsec, et le plan Orsec, il y avait de l'argent qui était débloqué, puis il y avait de l'argent qui arrivait dans le quartier, mais entre les deux, il y avait moins d'argent. Voilà. Et donc quand le plan Orsec était déclaré, les experts du ministère ouvraient la bouteille de champagne. Et donc ils n'étaient sûrement pas prêts à trouver la bonne solution. Voilà. Donc c'est de ce côté-là, il y a inventé une nouvelle figure de la démocratie qui intègre aujourd'hui une expérience, une expertise populaire qui fait que la politique délégataire, ça ne marche plus. Voilà. Alors on va prendre la question du monsieur qui tout à l'heure voulait la poser. D'entrée. Alors déjà je vais essayer d'intervenir. Alors j'ai pas fait d'études, donc ça me fait bien, mais je vais essayer d'intervenir comme quelqu'un qui travaille depuis 25 ans sur le terrain dans le cadre de ce qu'on appelle un développement dit entre guillemets durable. Et il est dit simplement qu'effectivement, dans un monde complexe, la simple recherche de solutions à un problème, quelle que soit sa nature économique, sociale, culturelle, fonctionnelle, quel que soit son domaine, sans la modification
des structures et de l'organisation l'ayant généré n'est pas à la hauteur d'un développement durable. En gros, je vais la faire simple maintenant. En gros, vous avez une fuite sur le toit. Si vous mettez une bassine, vous n'avez pas réglé le problème. C'est simplifié. J'espère que tout le monde a compris maintenant l'analogie. Voilà. Donc, un monde complexe, solution complexe. Et donc, je vais faire des petites remarques sur des domaines un petit peu comme ça à droite et à gauche. L'homme, par essence, mime, donc ne fait que reproduire ce qu'il voit. On a des valeurs qui s'appelaient liberté, trait d'union. Je vois écrire avec des virgules, c'est pour ça que je précise bien, trait d'union, égalité, trait d'union, fraternité. C'est comme ça que je l'ai appris. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, dans l'égalité de traitement contre la puissance misérable et dans la fraternité des hommes, parce qu'on est tous sur le même bateau. Il y a effectivement aussi le petit truc qu'on n'apprend jamais rien que l'on ne sache déjà de façon inconsciente, et ça c'est pour résumer, je pense, au niveau des jeunes, qui ont déjà compris que la société, il n'y avait rien à en tirer pour eux, elle était morte, et effectivement qu'en plus, dans un monde économique où on tire tout vers le bas, dont la mondialisation fait qu'effectivement, ça sera toujours de moins en moins et pas de plus en plus comme l'on pensait à une certaine époque, effectivement avec un gouvernement autiste, il faut le dire aussi par-dessus, n'y a-t-il pas là ce qu'on appelle suffisamment de désespérance, auquel cas si on ne peut pas être valorisé dans un système, il n'y a que deux solutions, enfin maintenant il y en a quatre, hein, mais au départ il n'y en avait que deux, c'est soit effectivement on se suicide, soit on essaye de détruire le système. Maintenant, on couple les deux, maintenant on se suicide en essayant de détruire le système. C'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu, voilà. Donc j'aimerais savoir si effectivement quand on parle des jeunes qui se radicalisent, je n'aime pas du tout le mot, je fais de l'accompagnement des personnes en difficulté. Moi je sais que les musulmans que j'accompagne, l'islam, c'est pas du tout ça, je préfère ce qu'on appelle un État terroriste. Pour moi, ce ne sont que des gens qui ont trouvé dans la violence et dans je serai plus méchant que toi, je te fais peur, se sont obtenus un pouvoir et après, par pression successive, abusent de ce pouvoir sur les autres pour qu'effectivement ils pensent que sinon les premiers à y croire qu'effectivement on aurait des tas vierges et les premiers à se suicider, ce seraient ceux qui mettraient les choses en place. Or, comme par hasard, c'est toujours ailleurs que ça se met et les chefs sont toujours là. Donc voilà. Est-ce que... Voilà. On va prendre plusieurs interventions et puis... Une, deux, trois. Trois, ouais. Allez. Essayez d'être bref hein, pour que tout le monde puisse, enfin tout le monde, non, avoir un maximum de questions. Tu es bref. Je suis bref. On se connaît. Promis. Merci Jean-Claude, promis, je serai très bref. Chrono. J'ai pas lu le bouquin, mais je serais déjà désireux d'en lire un second tome. Les enfants du chaos, j'aimerais que soit rédigé un ouvrage qui pourrait s'intituler Les réseaux du chaos. Parce que les émeutes peuvent avoir un certain caractère spontané, mais ce genre d'attentat fait que bien sûr il y a l'enfant de troupe, dont on peut examiner la psychologie, il faut le faire, mais il y a des réseaux, il y a derrière ce soldat qui va mourir, il y a un soldat de Dieu peut-être, il y a des manipulateurs, il y a une préparation, il y a une logistique, il y a des armes, il y a un commandement, il y a un commandant, il y a un général. Donc je souhaiterais qu'on examine, et peut-être vous allez pouvoir apporter de l'eau à mon moulin, qu'on examine ces réseaux du chaos, et le fait que par exemple il existe des idéologies millénaristes qui intéressent plusieurs mouvements, disons, de croyances, les idéologies millénaristes qui cherchent à construire un chaos dans la perspective d'un retour d'un ordre mystique nouveau, et ce ne sont pas seulement ces soldats de Dieu qui sont dans cette logique millénariste, c'est aussi peut-être le commandant, le général et au-delà. Merci. Alors, une et deux. Hein. Il faut passer, Gérard, s'il te plaît. Qui derrière toi, merci. Puis après, c'est la dame. Je me reconnais beaucoup dans tout ce qui a été dit par Merci. Une chose qui me trouble beaucoup et qui trouve à quel point, comme disait François Desvecchier, les conditions de production de l'universel renvoient toujours au masculin. C'est que dans la tentative d'intelligibilité de ces phénomènes, des mécanismes qui sont sous-jacents, il n'y a pas la prise en compte du genre. Hein.
moi, est très, très éloigné. Mais je parle de votre titre des enfants du chaos. Quand on parle des enfants, je suis enseignante. Vous avez énoncé tout à l'heure une phrase en disant ceux qui n'ont aucune perspective à espérer pour les aider à supporter le présent. Ça concerne bien d'autres catégories d'enfants que ceux qui tombent dans le chaos. Et vous savez qu'il y a eu des tas de débats organisés par notre ministère de l'Éducation nationale qui, après avoir dit qu'il y avait des questions qu'il ne fallait pas poser, a fini par réaliser que quand même c'est mieux s'il y avait des débats. Donc on en a organisé quelques-uns dans les lycées, et nous on avait préparé, heureusement d'ailleurs, avec nos élèves, pour faire émerger des questions, et est arrivé une missionnaire du rectorat qui est venue pour répondre à leurs questions sur les attentats, le terrorisme, tout ce que ça a provoqué. Elle est venue avec le film de Caroline Forest sur la laïcité. Les élèves eux-mêmes ont été mus dans un premier temps, puis en colère, disant mais quel est le rapport avec les questions qu'on a posées. Et les questions des jeunes, c'était nous, on veut comprendre, et c'est ça l'objet de ma question, on veut comprendre comment des jeunes qui ont grandi comme nous, qui sont allés à l'école comme nous, qui ont les mêmes parcours, les mêmes occupations culturelles, etc., comment eux en arrivent là. Et moi, je vais témoigner de cette souffrance qu'ont nos jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas franchi quoi que ce soit du côté du chaos, mais de ne pas vouloir non plus se résoudre, comme le discours d'extrême droite les y invite, à classer dans la catégorie, je ne sais pas quoi, homme à abattre, définitivement hors de l'espèce humaine ou hors de la nationalité française. Les jeunes qui tombent dans le djihadisme et ceux qui ne veulent pas se résoudre à des réponses aussi courtes souffrent beaucoup aujourd'hui. Comment les aider à se construire ce que vous appelez des perspectives politiques, des choses qui les permettent de rêver, de réenchanter cette politique? Moi je trouve que c'est une question au moins aussi grave que celle des enfants du chaos. On va s'arrêter là, une batterie de 4, et on essaiera d'en reprendre après. Je vais commencer par la fin. Je pense que le chaos, c'est la situation dans laquelle on est, hein, tous. Voilà. Et quand aujourd'hui on est devant un afflux de réfugiés comme on n'en a pas vu depuis des siècles, et que on sépare intellectuellement complètement la question des réfugiés du fait que la France est en train de bombarder là-bas. Quand même, si on bombarde un pays pendant 5 ans, à un moment donné, les gens ils s'en vont, hein, ils cherchent à aller ailleurs. Voilà, il y a quand même... Et la façon dont on le gère ne fait que... L'accord avec la Turquie ne va que aggraver la situation, c'est clair. Donc on est dans une situation chaotique qui est amenée à se développer matériellement, objectivement, et intellectuellement. Le chaos intellectuel fait partie du chaos. Et parmi les réseaux du chaos, moi je peux vous intégrer, il y a la CI. Mais voilà, il faut que le diagnostic soit juste. Je connais un tout petit peu le Brésil parce que j'ai fait quand même quelques enquêtes il y a quelques années, Porto Alegre et Rio en particulier. Et je peux vous dire qu'il y a 10 ans de ça, c'était au début il y a 15 ans, au début de la première présidence de Lula, ce que nous disaient les gens, c'est, oui, on sait bien que ils ne sont pas tous honnêtes, mais enfin, c'est pas très important du moment qu'ils font le job. Et Lula, il a fait le job. Lula, il a fait rentrer son pays dans la mondialisation en faisant reculer la pauvreté, ce qui est quand même un peu la quadrature du cercle. Lui, il a réussi. Avec la Bolsa Familia, c'est vraiment exceptionnel. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi depuis ils sont remis? Et pourquoi ce parti qui a été porteur d'espoir, le Parti des travailleurs, qui municipalement, comme à Porto Alegre, a permis l'émergence de tout le processus des forums sociaux mondiaux, etc. Pourquoi aujourd'hui ils sont rejetés par des manifestations de masse? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le niveau de tolérance à la corruption a baissé. Voilà, les gens, ça va mieux, ils ont d'autres exigences et ça leur semble, ils disent plus, peu importe qu'ils soient corrompus ou non, du moment qu'ils font le job. Mais c'est que la corruption, elle a pris une autre dimension aussi.
aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas un État aujourd'hui dans le monde qui n'est pas touché, d'une façon ou d'une autre, par une corruption structurelle. Bien structurelle. Parlez-en au pape. Les difficultés qu'il a avec la curie romaine. Et c'est une corruption qui se défend très bien et qui peut être assassine, hein, au sens propre du terme. Bon, donc il faut prendre la mesure de ça. Il y a une perte de légitimité et une perte d'espoir, parce que, y compris ceux qui étaient porteurs de l'espoir alternatif, ils sont aujourd'hui convaincus de corruption. Alors, qu'est-ce qu'il y a de radical là-dedans et qui va nous, dans ce monde, et qui peut nous permettre de voir un peu d'espoir? Moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement importantes, mais là aussi, il faut bien les identifier. Le plus important dans ce qu'on a appelé le mouvement des places, et qui continue à fonctionner, pourquoi il y a des occupations de places? C'est pas des sit-ins, les gens ils sont pas là pour manifester avec des banderoles, hein. Ils sont là pour se parler. Ils sont là pour, partout, à chaque fois que ça a fonctionné, ils sont là pour construire des forums, des débats, construire un nouveau récit, comme dit Podemos, et mettre en acte, au fond, cette réalité d'expertise populaire objective qui existe et la rendre subjective, lui donner une consistance, trouver de nouveaux mots, trouver de nouvelles analyses, s'inscrire dans une nouvelle histoire, etc. On sent que ce besoin, il se manifeste dans ces mobilisations. Et d'ailleurs, les premiers initiateurs du rassemblement du 9 mars contre la loi El Khomri, qui était en dehors de toute organisation, avait prévu à Paris de faire non pas un défilé, mais une occupation de la place de la République, et ça n'a pas été possible parce que les organisations syndicales s'en sont mêlées, on dit on fait un défilé, et puis c'était pas prévu, la préfecture elle donne des autorisations pour les défilés, pas pour les occupations de place, voilà. Et donc c'est tombé à l'eau. Mais c'est pas par hasard, un, qu'ils ont eu l'idée, et deux, que c'est tombé à l'eau. C'est pas par hasard, les deux. Voilà. Alors, cette capacité-là, elle existe aussi dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont, moi j'aime pas cette expression-là, parce que c'est pas, pour que ça fasse société, justement, il faut que ça soit travaillé. Les réseaux sociaux, Internet, Facebook, etc., c'est d'individu à individu. Hein. Voilà, c'est une explosion. Mais, sauf qu'il y a aujourd'hui des gens qu'on appelle par exemple les youtubeurs, qui travaillent à construire des vidéos qui sont énormément regardées, qui sont des vidéos soit artistiques, soit de dénonciation intellectuelle, soit de vulgarisation. C'est extrêmement intéressant. Donc on a comme ça une culture souterraine qui est en train de se développer, qui concerne plus la génération des moins de 30 ans que la mienne, mais quand on a des enfants, on a quelques échos quand même, et qui est extrêmement intéressante, et qui donne des capacités de résistance aussi. Il y a des rhizomes, je ne dirais pas des réseaux, mais il y a des rhizomes, capacité de résistance qui peut être étonnante. Il y a quelques années, après le mouvement des indignés en Espagne, il y a un centre social à Barcelone qui était un squat, le propriétaire a voulu le détruire, c'est Camilles. Et ils ont dit, bon, les mouvements sont un peu retombés, on peut y aller. Quand ils ont commencé à donner les premiers coups de bulldozer, c'est tout le quartier qui est descendu dans la rue, et puis d'autres quartiers de Barcelone, et puis il y a eu des manifestations de solidarité dans d'autres villes espagnoles, et ça sans organisation au sens traditionnel du terme. Voilà. Il y a eu une réaction massive, organisée de fait, mais pas organisée comme on l'entend traditionnellement. Donc ça existe. Ça existe. Il y a des rhizomes, il y a de l'intellectualité, il y a une capacité de réaction collective. Il n'y a pas pour l'instant, j'en parle à la fin du livre, mais c'est pas, il n'y a pas pour l'instant de mode d'organisation qui assurerait la pérennité et la mémoire de cette affaire-là. C'est ça, par rapport à ce qu'on a connu dans les siècles précédents comme organisation politique, cette dimension-là n'existe pas, mais je suis d'accord avec vous, ça ne va pas se faire dans 3 mois. Voilà, il faut dire qu'on est dans une période où il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui naissent. Il faut être aussi très attentif à ce qui naît et à le porter. Mais pour revenir à cette... Pour revenir à la discourtoisie, je vous laisse finir, c'est notre obligation. Bonne soirée.
Pour revenir à la loi sur le travail, c'est aussi, me semble-t-il, c'est pas seulement, mais c'est aussi une bonne illustration de l'incompétence des pouvoirs. C'est-à-dire, voilà une loi qui visiblement a quand même été largement rédigée, non pas par des hauts fonctionnaires directement, mais par des experts d'une organisation qui s'appelle le MEDEF, mais qui du coup ne tient pas compte des réalités du travail actuellement. C'est-à-dire que c'est une loi qui prend qui a une prise de parti réelle dans les rapports entre salariés et employeurs, du côté de l'employeur, mais certains employeurs, des employeurs des grosses entreprises. Or, tout le monde sait, à commencer par ceux qui cherchent du travail, ils savent bien qui leur répond, si vous voulez. Tout le monde sait que ce n'est pas ces entreprises-là qui créent de l'emploi. C'est de toutes petites entreprises. Et franchement, les toutes petites entreprises, leur problème, et tout le monde le sait, et les petits entrepreneurs aussi, leur problème pour embaucher, c'est pour savoir s'ils vont pouvoir licencier. De toute façon, ils prennent des CDD la plupart du temps, mais il vaut mieux avoir un CDD qu'un CDI jetable, hein, parce qu'au moins il y a la prime de précarité. Mais c'est le problème des banques, c'est que les banques ne suivent pas sur leur trésorerie. Donc dans le marché du travail, il y a des rigidités bancaires dont personne ne s'occupe. Donc ça, c'est absolument hors champ. Et encore plus hors champ, c'est quand même assez sidérant, quelques semaines seulement, après les mobilisations des taxis contre Uber, des VTT contre les taxis, etc., la dimension actuelle du travail et de son exploitation à travers les plateformes Internet soit complètement absente de la réflexion sur une loi sur le travail. C'est absolument effarant. C'est effarant. Donc, la réalité du travail de la jeune génération qui aujourd'hui est précaire, cherche du boulot, trouve du boulot, loue pendant un mois son appartement sur BRB parce que c'est comme ça qu'on peut faire aujourd'hui, etc. Ça, c'est hors champ. Voilà. Donc ce débat, c'est aussi pour ça que cette génération peut réagir à une loi sur le travail qui, censément, ne la concerne pas encore, parce qu'ils connaissent la situation. Ils connaissent la situation mieux que ceux qui ont rédigé la loi. Alors après, évidemment, ça énerve. Ça peut énerver un peu une situation comme ça, et ça peut amener des situations d'affrontement. Il y en aura. Il y en a déjà eu, et il y en aura. Il y aura peut-être des manipulations, mais vous savez, l'histoire des manipulations policières, c'est vieux comme les manifestations, c'est vieux comme la police et comme les manifestations. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des manifestations, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de manipulable. Donc c'est pas ça qui dirige le monde quand même, et c'est pas ça qui crée des problèmes. Il y en aura sûrement, mais pour l'essentiel, il y aura surtout peut-être des jeunes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont être tellement en colère et tellement désespérés qu'ils ne vont pas trouver d'autres moyens de se faire entendre que de passer à l'acte, en oubliant complètement les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur leur vie s'ils sont arrêtés. En France, ce sont essentiellement, bon, il y a aussi des passages à table, mais c'est essentiellement des conséquences judiciaires. Moi, j'ai assisté à des manifestations de ce type de collégiens en Afrique. C'était pas que des conséquences judiciaires, parce que les forces de police les ont poursuivis dans l'établissement. Voilà, ça s'est très mal terminé pour un certain nombre d'entre eux. Mais le basculement est le même. Voilà. D'un seul coup, on n'en peut plus. Alors on est quasiment sur le point de terminer. Qui lève la main? Alors, satisfait par rapport à la question précédente, monsieur. En quoi c'est nouveau aujourd'hui? En quoi? Alors, en quoi c'est plus? Il y a une chose. Premièrement, ce qu'on appelle, je vais aller très très vite, hein, mais il y a ce qu'on appelle la mondialisation, qui est non pas, c'est pas un État ayant de bons rapports avec la finance et les patrons, ce sont des organisations de pouvoir qui sont complètement immergées dans le système financier. Ce qu'on appelle aujourd'hui la dette, c'est le fait que nos impôts servent à payer les agios des banques, direct. Voilà. Donc l'État devient un agent financier direct. Et ça, c'est vrai dans le monde entier. Ça, c'est la première chose qui est complètement nouvelle. Et ça a plein de conséquences. La deuxième conséquence, c'est qu'effectivement, la marge de manœuvre, du coup, de ceux qui dirigent
qui que ce soit qui dirige, elle est extrêmement étroite. Extrêmement étroite. Donc il n'y a pas d'espace de changement passant par le pouvoir. Or, toute la politique du XXe siècle, elle fonctionnait là-dessus, sur l'idée qu'on a une stratégie, et au bout du compte, on va soit faire la révolution, soit gagner des élections, soit passer une alliance, soit négocier, mais en tout cas, ça passait par le pouvoir. Aujourd'hui, ça n'est plus crédible, ça, dans l'état actuel des choses. Et la troisième chose, c'est qu'on a vécu tous, et en 68, on vivait sur l'idée qu'on allait reconstruire la figure de la révolution. Mais là, depuis la fin du XXe siècle, cette hypothèse-là, pour l'instant, je ne préjuge pas de l'avenir, elle est abolie. Elle est abolie. Donc on a la perspective de changement, l'inscription dans une histoire, tout le XXe siècle, il y a des tas de gens qui ont vécu sur l'idée que le passé expliquait le présent et que dans le présent on préparait l'avenir. Aujourd'hui, le présent ne prépare pas l'avenir. Le présent, au mieux, évite les risques de l'avenir. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. C'est trois éléments nouveaux qui me semblent essentiels.